Nous sommes au Soudan où nous parlons donc de l'Union africaine qui enjoint justement l'armée de quitter le pouvoir dans les 15 prochains jours. Nous sommes rejoints sur le plateau par Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir Gervais, bonsoir Basile et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Donc je voudrais présenter mes plates excuses pour ce retard. Vous êtes tout excusé. Basile Agbo, alors l'armée soudanaise aujourd'hui, est-ce qu'elle ne risque pas de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que l'Union africaine représente, même si on m'exclut? Oui, oui. Vous savez, la situation en Gambie, par exemple, que vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure, elle est différente. En Gambie, il y a eu une élection. Quelqu'un a gagné. Et Yaya Jammeh s'est dit, a voulu faire un peu voilà, de forcing. Et l'Union africaine l'a rapidement rattrapé et on lui a intimé l'ordre et on l'a dégagé. Ici, nous ne sommes pas dans la même situation. Ici, c'est l'armée, qu'on le veuille ou pas, qui, peut-être sous la pression de la rue, la pression de la rue aurait pu continuer et l'armée aurait soutenu le président et nous ne serons pas dans cette situation que nous sommes. Maintenant, l'armée a écouté la population et l'armée a fait un coup, a destitué son patron, Omar el-Béchir. Mais on doit à cette armée-là et on ne doit pas la chasser comme, je ne sais pas, un petit enfant. On doit composer. Il y a Seri Al-Atta qui a demandé à ce qu'il y ait un consensus pour qu'on puisse dégager quelqu'un de consensuel pour diriger le gouvernement. Je crois qu'il faut les écouter aussi. On ne peut pas dire les armées africaines, quand ça prend le pouvoir, ça fait 30 ans, etc., etc. Je crois, pour ma part, que l'armée, aujourd'hui, au Soudan, ne va pas emprunter les mêmes chemins que celui qu'eux-mêmes sont en train de dégager. Je crois, enfin, je veux bien croire qu'ils ne vont pas emprunter ce chemin-là. Il faut composer avec l'armée, travailler avec l'armée, essayer de trouver celui dans les mains de qui il faut remettre le pays, et pour que, de façon consensuelle, l'armée puisse respecter celui-là en disant que nous aussi, nous avons notre volonté dans cette affaire-là. Et ce n'est pas la rue qui l'a placé, mais nous aussi, on collabore avec lui. Je crois que c'est un peu ça. C'est vrai, les craintes sont recevables, mais dire que tout de go, il faut dégager l'armée avec le langage que nous avons l'habitude de faire dégager. Je dis non, ce n'est pas bien. L'armée a fait quelque chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Et donc, il faut composer avec l'armée pour essayer d'avoir quelqu'un en qui l'armée aussi va avoir confiance et en qui le peuple va avoir confiance pour que la paix revienne au Soudan. Alors, Président Tété, qu'est-ce que vous pensez donc de cette demande de l'armée soudanaise de l'Union africaine qui demande que l'armée se retire et remette le pouvoir à une autorité politique civile d'ici 15 jours maximum? Non, mais moi, je vais peut-être vous étonner, mais l'Union africaine est dans son one-man show qu'on lui connaît. Donc, donner les 2 semaines à un pouvoir de dégager. Donc, je crois que l'Union africaine n'a pas autant les moyens aujourd'hui d'inquiéter cette armée-là, parce que cette armée a répondu à un appel de la population civile, même si la population civile nourrit une certaine crainte vis-à-vis de cette armée, mais il ne revient pas à l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, de par l'histoire, a toujours agi ainsi, et l'Union africaine n'a pas les grands moyens pour faire dégager aujourd'hui cette armée soudanaise s'il arrivait qu'il y ait bras de fer. Donc disons-nous la vérité. Donc là, aller jusqu'à dire sous quinzaine, nous vous demandons de quitter, de débarrasser le plancher, je crois que ce sont des mesures diplomatiques. Donc c'est de la diplomatie qu'ils sont en train de faire. Mais l'Union africaine devrait plutôt accompagner cette armée qui a dégagé son ancien ami et qui l'a même emprisonné. Ils doivent accompagner les 2 parties, mais tout en leur faisant comprendre qu'en fait, aujourd'hui, la donne ne voudrait pas qu'on ait des hommes d'armée au pouvoir et qu'il faut faire rapidement cette transition pour transférer le pouvoir aux civils. Et dans la crise aujourd'hui au Soudan, donc on a vu clairement que aussi bien les manifestants, ceux qui ont été à la base même de ce soulèvement, réclament que le départ de cette armée du pouvoir. Parce que cette armée avait, dans un premier temps, promis le fait qu'il y aurait un gouvernement où on retrouverait
une large majorité, un fort taux de pourcentage de civils, mais encadrés par des armées, des hommes en uniforme. Donc là, on peut l'excuser parce que la situation est encore tendue. Donc il va falloir qu'il y ait une force tampon. Mais je ne crois pas, disons, à cette incantation de l'Union africaine de dire que sous quinzaine, il faut que l'armée quitte. Si l'armée ne quittait pas, qu'est-ce que l'Union africaine va faire? Donc l'Union africaine va procéder. Suspendre le Soudan. Suspendre le Soudan, mais qu'est-ce que ça va faire, suspendre le Soudan? Au moment où on a vu également que l'histoire nous a appris que d'autres pays, certains pays avaient voulu même délibérément sortir de cette Union africaine parce que l'Union africaine était inactive sur des sujets assez clés dans certains pays. Si c'est seulement menacé de suspendre le Soudan, mais l'armée soudanaise va dire tant mieux. Mais qu'est-ce que l'Union africaine leur apporte stratégiquement depuis que les populations sont sorties? Quelle a été l'action de cette Union africaine et autres là? Peut-être qu'on va dire que les premiers responsables aujourd'hui du pays seront isolés diplomatiquement, qui ne pourront pas circuler. Mais est-ce que cela va résoudre le problème? Non, mais ce que je voudrais ajouter par rapport au développement du Credo, parce que il faut très modestement voir au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Parce que quand vous dites l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il s'agit de la crédibilité. C'est le problème de la crédibilité qui se pose là. De l'Union africaine. Quand on parle de l'Union africaine, on parle d'abord des syndicats et des chefs d'État. Ils vont être certainement divisés, mais il y aura qui vont soutenir. Quand vous dites si le Soudan refuse d'obtempérer, à partir de cet instant, il s'agira donc pour l'honneur des chefs d'État de soutenir l'Union africaine. Quand vous demandez, vous dites où est-ce qu'ils vont trouver les moyens. Il suffit que 2 ou 3 États se mettent derrière l'Union africaine tout à l'heure pour donner des contingents, pour qu'on... Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand vous me dites... les difficultés à avoir des contingents pour le terrorisme, c'est pas... Oui, mais au-delà même de la mobilisation au niveau de l'Afrique, vous pensez que l'Union africaine s'exprime, cette Union africaine telle que vous le dites, elle s'exprime comme ça, et il doit avoir des forces qui téléguident ça. Quand vous dites ça, parce que, vous m'excusez, il y a des forces sur le plan international, qui ne peut pas directement commencer par... Mais ici, par exemple, si on doit faire, par exemple, un parallèle, si c'était la Ligue arabe qui menaçait le Soudan, ça peut avoir une pression, parce que vous vous rappelez, tout récemment, la Ligue arabe a donné de l'argent au Soudan pour que le pays puisse se sortir de la situation économique. L'Union africaine n'apporte rien. C'est ce que je vous dis. Au Soudan, pour que sa menace soit prise au sérieux. Je vous explique. Si je crée une association, alors que c'est vous le principal pourvoyeur, vous êtes entre griffes l'Union européenne. Si vous me dites de parler, mais il y a une force qui est derrière. C'est ce que je dis. La pression vient plutôt d'ailleurs, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous, quand vous voyez ça, quand je dis qu'il ne faut pas voir ce que nous voyons. L'Union africaine parle par délégation. Non, mais moi je crois qu'on peut avaliser, disons, cette possibilité que l'Union africaine parlerait par délégation de pouvoir. Mais il faut dire, c'est vrai, nos institutions africaines ont toujours, lorsque ces institutions continuent toujours par tendre la main à cette puissance occidentale, donc il y a toujours, disons, cette insistance, cette imposition et autres là. Mais dans le cas d'espèce, même s'il y a de ces mains étrangères, mais quand on voit, l'appel est venu d'un côté, et c'est l'Union africaine. Mais ce que nous analysons, si sous 15 jours, l'armée soudanaise n'obtempérait pas, quelle est la force mobilisatrice, mais quelle est la capacité de cette Union africaine d'agir? Donc vous allez me dire que les puissances internationales qui seraient cachées vont agir à la place de l'Union africaine. Donc c'est là où nous allons établir encore l'incapacité même de cette Union africaine. L'incapacité de cette Union africaine, parce que il faut que l'Union africaine dépasse le statut en griffe, que je n'épouse pas, mais qui sied au développement, le statut de creuset de chef d'État et autres là. Est-ce que vous pensez réellement que, au sein de cette Union africaine, de cette conférence des chefs d'État, qu'il y aurait une large majorité qui soutiendrait le fait qu'on puisse dégager cette armée soudanaise par la force, du moment où cela créerait peut-être une jurisprudence au niveau même de cette Union africaine. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Maintenant, l'Union africaine est également dans son rôle. Parce que si elle restait
amorphe, inerte. Donc on n'appréhenderait pas tellement la force ou bien la force mobilisatrice de cette Union africaine. Donc c'est là où je dis, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Union africaine est en train de jouer sa perpétuelle comédie? Basile, voilà là où se trouve tout l'enjeu, c'est que l'Union africaine doit parler. Oui, nécessairement, dans les cas de figure, l'Union africaine a l'obligation de parler. Bon, maintenant, elle parle, elle dit quoi? Et quelle est la finalité de ce qu'elle dit? Au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que, peut-être on va me parler de Khalid Omar, le secrétaire général du Congrès du peuple soudanais, et qui, c'est la figure-là qui monte. Bon, c'est entre ses mains qu'on va remettre ce pouvoir-là, ou bien à qui on remet le pouvoir? Non, parce qu'aujourd'hui, qui a le pouvoir? Qui a les coups de franche pour diriger le Soudan au jour d'aujourd'hui? Pour le moment, c'est l'armée qui a pris le pouvoir entre ses mains. Pour le moment, en destituant Omar el-Béchir, c'est l'armée qui a le pouvoir entre les mains. C'est vrai que... Révisiter, dans ces cas de figure, révisiter l'histoire de l'Afrique. Oui. Quand il y a eu les troupes dans les pays, Oui. que ce soit le Libéria dans le temps, Oui. celle qui a occupé le poste de président, d'où est-ce qu'elle est restée? On va aller chercher Johnson Sirleaf pour Oui, mais un instant, une Johnson Sirleaf Oui, soudanaise quelque oui, mais, part. au Burkina, quand il y avait les troupes, celui qui est venu diriger la chose, qu'il était. C'est là où je dis. Non, C'est là où je dis. dis. Il faut faire un travail de fond. Il y a toujours quelqu'un que... Il faut un travail de fond. Quand il y a déjà un problème dans un pays, c'est les intérêts qui se posent. Oui. C'est pourquoi je vous dis que l'Union africaine parle de façon interposée. Donc quand l'Union africaine donne un ultimatum de 15 jours, vous pensez que ils s'amusent? Si ils disent qu'ils ont des gens qui vont venir de l'extérieur, et ça a été téléguidé. Mais malheureusement, si les peuples africains ne sont pas éveillés, cet ultimatum même que l'Union africaine donne, ce n'est pas dans l'intérêt des peuples. C'est ça, c'est là où se joue la chose. En fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, l'armée peut aujourd'hui prendre position pour le bien du peuple. Oui, pour le bien même du Soudan, dans la perspective de changer du paradigme. Voilà. Mais l'Union africaine peut se présenter comme une organisation salvatrice, mais en fait pour servir les intérêts des autres. C'est pour cela que sinon, comme vous le dites, en fait l'Union africaine se réhabilite tout simplement à travers cette histoire-là. Mais il ne faut pas seulement voir ce qui se joue devant nous. Il faut toujours se poser la question de savoir comment ça s'est passé dans les autres cas. Regardez comment et finalement pourquoi beaucoup de peuples après la révolution sont finalement déchus. Donc c'est ça, c'est là où se joue véritablement. Nous allons passer à un autre sujet. On va s'intéresser à la Libye. C'est un pays qui n'est pas très loin du Soudan. Au moins 174 personnes ont été tuées et 758 blessés, dont des civils, depuis le lancement, le 4 avril, d'une offensive de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. À Genève, le porte-parole de l'OMS, Tariq Jazerevic, a précisé qu'au moins 14 civils avaient été tués et 36 blessés dans les combats. Par ailleurs, l'organisation a indiqué avoir mobilisé de nouvelles équipes de chirurgiens pour venir en aide aux hôpitaux, accueillant les nombreux blessés aux urgences et traumatologie. Les combats ont fait au moins plus de 18 000 déplacés selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Credo Tété, voilà, le maréchal veut reconquérir Tripoli, mais le prix à payer est très lourd. Non, je crois que ce n'est que le début de ce prix qu'ils sont en train de payer. Et c'est là où il faut dire, il faut interroger encore la bêtise humaine. Donc, s'il faut marcher sur des cadavres pour conquérir la Libye ou bien arriver à imprimer sa marque de domination, donc je me dis, mais est-ce que ceux qui se disent potentiels dirigeants ou bien qui ont la force, est-ce qu'ils pensent au bien-être des populations? Donc déjà, on a plus de 150 personnes, 174, parce que jusqu'à hier, donc on nous parlait de 147, donc le chiffre a évolué, avec les personnes qui sont blessées, donc disons des centaines de personnes blessées et puis des milliers de déplacés. Donc il faut dire, est-ce que l'objectif poursuivi par le maréchal Haftar, c'est d'arriver à ce chiffre assez choquant? Donc si c'est ça, donc c'est dire que les gens ne pensent pas, ou bien ceux qui jouent les premiers rôles aujourd'hui ne pensent pas au bien des populations, et on veut seulement s'accaparer du pouvoir, l'exercer, mais quel que soit
le prix à payer. Donc, ils sont dans cette logique-là. Et c'est triste pour le continent africain parce que si nous prenons le continent proche de l'Afrique, donc c'est le continent européen, donc on ne verra jamais de ces théâtres, de ces scènes. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours nous, les Africains? Donc, je suis sûr que lorsqu'on va vouloir faire ce développement, peut-être qu'on nous parlerait encore de puissance qui serait cachée derrière cela, parce que l'histoire même de l'instabilité politique et puis sécuritaire de la Libye nous amène à dire que, à établir ou bien à nous accorder sur un fait, les puissances internationales, suivant leurs intérêts, n'ont pas arrangé cette Libye. Parce que le fait d'avoir sacrifié le général Kadhafi, donc c'est là où on peut parler, le colonel Kadhafi, pardon, on peut parler de début de décadence. Et aujourd'hui, le peuple libyen paie un lourd tribut de ce qu'ils ont sacrifié eux-mêmes, ce colonel. Basile Agbo, est-ce que vous pensez que Khalifa Haftar a dû mesurer l'ampleur des combats et les dégâts collatéraux avant de s'engager dans cette bataille? Je ne crois pas. Il n'avait pas pensé beaucoup plus loin avant de s'engager dans un combat qui, pour lui, servira à libérer la Libye de quelque chose. Et donc, il n'a pas, je crois, il n'a pas mesuré l'ampleur du risque qu'il courait en s'engageant sur ce terrain. Mais je reviens un peu vers ce que Credo disait tout à l'heure. Vous savez, lorsque, par exemple, la communauté internationale, hier, on ne sait pour quelle raison, s'est lancée derrière le colonel Kadhafi pour, voilà, quelqu'un dans un pays où il y a une rébellion. Et la communauté internationale épaule la rébellion contre l'armée régulière pour aucune raison. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu une élection en Libye où Kadhafi a refusé de partir. Une rébellion se dégage dans le pays. Et c'est là où on comprend aujourd'hui que la rébellion a été une fabrication de l'Occident. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Si Kadhafi était encore là dans ce pays, ou alors on avait pu faire des élections qui ont abouti peut-être à remplacer Kadhafi légalement, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est la communauté internationale qui a créé la situation que la Libye est en train de vivre aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut amener, par exemple, à la cour pénale, comme on amène les gens, ben, il faut amener les Sarkozy et autres là. Voilà la Libye telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, le lourd tribut que les Libyens sont en train de payer pour la faute, la bêtise que la communauté internationale avait commise à l'époque, donc en s'attaquant de gré comme ça à Kadhafi, parce qu'on avait déjà préparé Kadhafi qui avait jeté la charte des Nations Unies. Et donc voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est malheureux ce qui se passe aujourd'hui en Libye, mais on ne peut que prier pour que la situation là ne continue pas, parce que c'est des pauvres personnes, c'est des gens qui n'en savent rien, qui sont en train de payer le lourd tribut de ce que la communauté internationale a fait. Germain Sossou, l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, selon lui, ça vise à débarrasser la capitale Tripoli des milices et donc établir son contrôle pour une Libye unifiée. Bon, c'est les premières raisons qu'il a annoncées. Mais il faut aussi que les téléspectateurs, ceux qui nous regardent actuellement aussi, il faut un peu refaire un peu l'histoire en disant que le maréchal qui aujourd'hui prend sur lui la responsabilité de refaire la conquête de la Libye était un proche collaborateur du colonel Kadhafi. Comme le disait Basile Agbo, la situation de la Libye est très complexe, mais il faut la résumer en 2 ou 3 situations, fait 3 phases pour que les gens puissent comprendre. Comment la Libye était avant, tout le monde savait. Qui sont ceux qui sont restés derrière cette histoire pour dégager le colonel Kadhafi? Tout le monde sait aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est les Occidentaux. Après que le colonel Kadhafi soit parti, ce que la Libye est devenue, tout le monde sait, c'est une poudrière là-bas. Alors, ce maréchal qui a servi sous Kadhafi, en fait, son intention, c'est de tenter aujourd'hui de voir s'il peut ramener tant soit peu cette paix-là. Parce qu'au départ, on leur a vanté, on dit non, mais Kadhafi n'était pas bon. Il fallait le dégager. Finalement, il est parti. Ceux qui l'ont fait dégager ont installé ces milices-là. Finalement, le pays n'est pas contrôlé. Mais il y a de la richesse en Libye. À qui cela profite, ces richesses-là? Donc, vous avez des patriotes comme ce maréchal,
son intention, vous voyez son âge. Ce n'est pas pour lui, il faut restaurer la Libye. C'est ça, c'est ça. Et quand vous dites qu'il n'avait pas mesuré le risque, je doute. Certainement. C'est un soldat. C'est quelqu'un qui a fait l'armée. Il a été formé par les armées. Quand vous êtes quelqu'un qui a été formé, quand vous engagez le combat, vous ne dites pas que vous avez engagé le combat, que les gens ne vont pas mourir. Quand vous engagez, ce qu'il fait, d'abord, lui-même il va mourir, il se dit qu'il va mourir. C'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire que les gens ne vont. Il sait ce qu'il va faire. Il sait que ça va être au prix des vies humaines. Mais il cherche quelque chose, de voir s'il peut véritablement mettre fin. Mais comme c'est le désordre de la Libye, n'est pas véritablement venu des Libyens eux-mêmes, ceux qui ont semé le désordre, ceux qui n'ont jamais voulu que les Africains. Et comme mon ami Credo disait tout à l'heure qu'on va lui parler effectivement des Occidentaux, effectivement, nous les Africains aujourd'hui, nous connaissons nos responsabilités. Mais la plupart de nos conflits, c'est préparé à l'extérieur. Malheureusement, on actionne nos divisions ethniques pour y arriver. Ces Occidentaux qui posent ces balises, qui font tout ça là, c'est pour profiter. Aujourd'hui, la Libye ne doit pas être délaissée. Normalement, si l'Union africaine dont nous venons de parler était véritablement une structure qui était indépendante, il faut même tout faire pour que la Libye retrouve son visage. Elle peut même permettre à ce que l'Afrique elle-même puisse décoller. Mais ces Occidentaux, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'observe pas ces choses-là chez les Occidentaux. Pourquoi ils ferment les yeux et soutiennent le désordre en Afrique? Justement pour leur puissance. Parce que c'est Sarkozy, le président français Sarkozy. Aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous n'avons pas honte de le dire, haut et fort, qui a semé le bordel en Libye. C'est le même Sarkozy qui a semé le bordel en Côte d'Ivoire. Les Africains aujourd'hui doivent voir au-delà de leur nez, savoir que les gens comme le maréchal, véritablement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ces milices, vraiment, ces milices sont véritablement des Libyens, doivent déposer les armes et retrouver l'unité, parce qu'il faut voir comment la Libye était. Mais Credo, le problème, c'est que avant l'intervention du maréchal, les milices dans Tripoli étaient divisées entre elles. Et maintenant qu'il a intervenu, ces milices sont coalisées pour lui faire face. Oui, c'est comme si quelqu'un vient faire un combat pour avoir plus d'occupation. Donc c'est dire que ces milices divisées, ou bien les groupes de milices faisaient la loi. Chacun tirait profit de la situation assez délétère sur le plan socio-politique et puis sécuritaire. Donc aujourd'hui, c'est dire que vous avez des responsables de section, donc chacun dirigeait ou bien contrôlait un territoire. Et vous sortez de nulle part, vous leur dites, maintenant je suis là, donc je vais aller à la conquête, donc je vais tout normaliser sans avoir pris le soin de rallier ces personnes à sa cause. Donc naturellement, ces personnes vont se liguer contre ce maréchal-là. Maintenant, l'histoire de la Libye, l'histoire politique de la Libye, ce sont les puissances, ce sont des mains étrangères qui ont créé ce chaos-là. Et ces mains étrangères sont vraiment conscientes que lorsque ce maréchal va réussir son coup, l'histoire serait rétablie. Et là, ceux qui ont créé cette situation assez désastreuse ne voudront jamais que le maréchal réussisse. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire logiquement? Donc, c'est de créer des poches de résistance. Et aujourd'hui, ces milices-là sont utilisées comme des poches de résistance parce que on a déjà agi sur leur, disons, leur conscience, sur leur intelligence pour dire si ce maréchal arrivait à ses fins, peut-être que vous serez jugé autre là. Donc, la puissance ou bien les mains noires ont tellement instrumentalisé jusqu'aux esprits de ces Libyens-là, parce que les miliciens aussi sont comptables. Donc, ce n'est pas seulement M. Sarkozy. Les miliciens libyens sont comptables aussi de la situation assez désastreuse aujourd'hui en Libye. Mais là, je ne voudrais pas aussi excuser ce maréchal Haftar. Il était où quand les puissances étrangères commettaient cette gaffe-là? Donc, il s'était tué. Donc, on me parlerait d'une certaine impuissance, certes, mais il fallait seulement qu'il élève la voix pour dire non, on ne peut pas sacrifier la Libye ainsi, mais il ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui a contribué à une situation assez désastreuse, assez délétère, s'il revient se poser comme un messie, c'est normal qu'on prenne un peu de réserve. Alors, Basile, en clair, le maréchal Khalifa Haftar applique cet adage qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Oui, c'est tout ce que Credo disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il veut
mettre de l'ordre dans le désordre qui existe. Et donc, ici est préparé. C'est vrai ce que le collègue a dit tout à l'heure. Lorsque le général est sur son char, il ne compte pas le nombre de morts qu'il y a derrière. L'objectif visé, c'est ça qu'on parle. Et donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le maréchal Alpha aura fort à faire pour réussir son pari. Parce que les puissances occidentales qui ont créé le chaos en Libye, comme on le dit, ne sont pas prêts à ce qui est de l'ordre en Libye. Parce qu'ils continuent, les pêcheurs en eau trouble, on continue de manger dans le trouble quand les miliciens se positionnent chacun de son côté. C'est comme lorsque, par exemple, vous allez traverser la frontière du Bénin pour aller au Nigeria. Vous voyez ces petites poches-là qui vous prennent de l'argent. Voilà comment se trouve aujourd'hui la position dans laquelle se trouve aujourd'hui la Libye. Chacun a son petit terrain, on s'occupe, il y a du pétrole, on en puise comme on veut, etc., etc. C'est le grand désordre qui existe aujourd'hui en Libye. Et si nous avons dit, la communauté internationale, si du moins l'Union africaine a quelque chose à faire, c'est d'aider à rétablir la cohésion sociale, c'est d'aider à rétablir la Libye, la vraie Libye. C'est ce que le maréchal est en train de chercher à faire. Mais il ne peut pas seul y arriver. Parce que tout à l'heure, quand Credo lui portait donc la critique, il dit il était où? Mais il était là. Mais il aurait suffi qu'il lève le petit doigt pour qu'on l'ait déjà tué. Parce que les gens s'étaient préparés contre tous ceux qui vont enfreindre aux intérêts qui consistent donc à chasser le président. Pour aller bombarder la Libye, il a fallu que les Occidentaux traversent les frontières africaines avant d'arriver à la Libye. Quel pays africain a refusé? L'Afrique du Sud. Oui, quel pays qui a refusé? Mais je voudrais ajouter en disant qu'il n'est pas aujourd'hui, vous savez que Kadhafi on n'a pas tué tous ses enfants. Oui. Il y a voilà, qui vit, et il y a aussi les réseaux que Kadhafi avait aussi. Kadhafi avait de très bonnes relations avec des pays arabes, certains pays arabes, qui souhaitent qu'il y ait, comment l'appelle-t-on, la stabilité. Ouais. Il y a certains pays africains qui souhaitent aussi qu'il y ait. Donc, attendons de voir d'où vient sa force. La pause, on revient tout de suite après le jour.